cabinet médical, bonjour. C'est à Avignon, dans un cadre élégant, confortable et spacieux, que le docteur Yves Jalut et son associé, le docteur Caroline Bartholin, vous accueillent, assistés de Sylvie et Nathalie. Ces deux éminents chirurgiens, spécialistes de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, sont à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller dans vos choix. Maîtrisant des techniques spécifiques propres à chaque type d'intervention, ils vous apporteront les meilleures solutions chirurgicales dans des domaines de la chirurgie du visage, nez, paupières, chirurgie du vieillissement, de la chirurgie de la silhouette, en passant par la chirurgie des seins ou encore de la calvitie. Tout d'abord, ce qui amène les gens dans un cabinet de chirurgie plastique, concernant le nez, c'est souvent des défauts. Bon, ces défauts sont mal vécus. À tort ou à raison, peu importe. Le principal, c'est que nous n'avons pas à juger les gens, c'est les gens qui le vivent eux-mêmes. Le fait d'être mal dans sa peau est un problème strictement personnel. Il est vrai que des fois, vous avez des demandes qui sont un peu exagérées. C'est au chirurgien de bien le recadrer, de l'expliquer. Mais souvent, les motivations sont réelles. C'était une intention que j'avais depuis que j'ai 12 ans, de me faire opérer. Tout petit, j'avais un nez droit. Et arrivé à cet âge-là, à peu près, j'ai commencé à avoir une bosse. Et j'ai toujours eu quelques petits problèmes pour respirer. J'ai jamais vraiment respiré avec le nez. Donc je suis venu voir Monsieur Jalut dans ce but-là, de déjà pouvoir un petit peu mieux respirer, mais surtout pour éliminer cette bosse et cette déjà imperfection que j'avais et qui me posait souci à l'époque. La rhinoplastie est donc une intervention qui permet de modifier l'aspect extérieur du nez. Et bien sûr, le but est de corriger les défauts du nez par ce biais-là. C'est une intervention parmi les interventions les plus difficiles dans le monde esthétique, on va dire, dans la mesure où cette difficulté s'explique par trois critères qui, à mes yeux, sont très importants. Le premier, c'est que votre nez est unique. Il n'y a pas de nez qui se ressemble. Cette particularité physique doit être respectée parce qu'en fait, elle vous appartient et il ne faut pas la changer. En clair, lorsqu'on fait une rhinoplastie, il faut améliorer tout en modifiant, mais sans changer. La deuxième difficulté, c'est d'être en accord avec ce que pense le chirurgien, parce qu'il est certain que lorsqu'on se fait opérer par un chirurgien, il est indéniable que vous allez avoir une part de ses propres critères qui vont s'intégrer dans votre nouveau nez. Le meilleur moyen pour ça, c'est de montrer un petit peu, à travers un pressbook, des photos de personnes qui ont été opérées avant et après. Comme ça permet aux patients déjà de se faire une opinion sur la qualité et sur surtout la philosophie qui va présider tout au long de cette intervention. Et la troisième difficulté, elle est d'ordre technique, dans la mesure où nous avons un élément que le chirurgien ne domine pas du tout, c'est la peau. C'est un élément crucial. Il est très important pour le chirurgien, et vous comprenez que là, l'expérience joue pleinement son rôle, d'apprécier et de jauger en quelque sorte cette peau qui va être la gardienne d'un bon résultat. Les demandes les plus fortes, bien sûr, c'est la bosse. Ça, c'est sûr que c'est plus de 90% de demandes. Mais il n'y a pas que ça. Après, vous pouvez avoir un nez dévié, qui sont d'ailleurs parmi les nez les plus difficiles à réussir. Puis vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau de la pointe du nez, peut-être large, peut-être épatée, peut-être tombante, plongeante. Et la résultante des deux fait que souvent les gens se plaignent d'avoir un nez trop long. C'est pour ça qu'on appelle cette opération d'ailleurs une rhinoplastie de réduction. Longtemps j'ai complexé sur mon nez. À l'âge de 2 ans, j'avais eu un accident et je me suis cassé le nez et je le trouvais trop gros et ça m'a toujours complexé. Et donc je me suis décidée à envisager d'améliorer mon nez. Donc la première consultation est peut-être la plus importante, puisque en fait c'est une consultation qui va permettre pour le chirurgien d'une part d'examiner la demande des personnes pour voir si on peut accéder de manière réaliste à ce qu'il souhaiterait. Et d'autre part, ça permet pour le chirurgien toujours d'apprécier le degré de motivation de la personne, parce que ça reste une opération qui se fait le plus souvent sous anesthésie générale, avec une période d'inconfort indiscutable. Une période de prise de risque de la part des personnes parce qu'il est certain qu'elles confient leur nez, mais bon, elles ne savent pas trop ce qu'elles vont avoir à la sortie, donc il faut une grosse part de confiance. Et cette première consultation, justement, est là pour ça. Donc on doit informer, en quelque sorte disséquer de manière orale le nez pour expliquer aux gens à la fois ce qu'on peut faire et les difficultés. Mais surtout, ce qui est important, c'est déjà de bien cadrer un petit peu à la fois la personne et de faire passer le message de la manière la plus claire et la plus simple possible. Pour le premier rendez-vous, j'ai
On a surtout parlé de déjà ce qui me complexait par rapport à mon nez, sur quel point on pouvait intervenir et ce qui allait changer. On m'a surtout montré les papiers, qu'est-ce qui allait se passer si je me faisais opérer. On m'a prévenu sur les problèmes qu'il pourrait y avoir en post-opératoire, sur le fait aussi qu'un nez ça change tellement en fait qu'on ne sait jamais quel résultat il va y avoir. J'avais vu une femme qui avait vraiment un nez qui n'allait pas du tout avec son visage. Et je ne voulais pas ressembler à ça. J'avais demandé à avoir un nez un peu plus fin. Et bon, il m'a fait un nez approprié à mon visage. Il n'a pas voulu me faire un nez qui choquerait. La deuxième consultation est une consultation qui permettra déjà de voir au chirurgien, de voir le degré de motivation de la personne puisqu'elle est revenue, mais en même temps de faire une simulation pour expliquer, pour voir un petit peu comment le chirurgien pense faire le nez de cette personne et traduire en images son plan de traitement. Lors de la deuxième consultation, il y a eu des petites simulations en fait, par informatique. Ça m'a vraiment conforté dans mon choix et ça m'a vraiment poussé à faire l'opération. Déjà se met en place, si vous voulez, le scénario d'une rhinoplastie. Une charpente ostéocartilagineuse qu'il faut modifier, et ce de manière pérenne. Une peau pour laquelle on ne peut absolument rien faire et pour laquelle il faut faire avec. Donc vous comprenez que la rhinoplastie va se scinder en deux parties qui sont d'ailleurs chronologiquement complètement déséquilibrées. La première partie, c'est la partie chirurgicale. Anesthésie générale, intervention qui dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie selon la difficulté, une nuit ou pas d'hospitalisation, le port d'une attelle pendant 1 semaine, une incision qui se fait à l'intérieur des narines avec une incision ici à la base de la columelle dans la plupart des cas, qui est une incision qui ne se voit absolument pas par la suite. À ma connaissance, j'ai jamais eu à reprendre une cicatrice après une rhinoplastie pour une mauvaise cicatrisation. Des points qui sont des points autodégradables, qui n'ont pas besoin d'être enlevés et qui sont pour la plupart cachés. Tout ça va amener à changer la charpente du nez. Ce n'est pas une opération réputée douloureuse. En général, quand il s'agit d'une rhinoplastie esthétique dans laquelle il n'y a aucun geste à faire sur le plan fonctionnel, vous n'avez pas de méchage. Vous allez être enflé, bien sûr, avec quelquefois des bleus autour des yeux. Ça, c'est tout à fait logique. Par contre, vous allez avoir une gêne respiratoire. Cette gêne respiratoire, quel que soit le type de nez auquel vous avez affaire, est très variable selon les gens. Vous avez des gens qui récupèrent en quelques semaines, d'autres souvent en plusieurs mois. Avant l'opération, bon, j'appréhendais parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas avoir un nez. On se demande comment il va être notre nez. Et après l'opération, bon, j'ai mis quand même 3 semaines avant de découvrir mon nez. Parce que j'avais un gros pansement sur le nez. Et donc, j'attendais impatiemment ces 3 semaines qui passent pour découvrir mon nez. Je n'ai pas pu respirer pendant un mois et demi. J'avais toujours le nez qui coulait. Je me mettais des produits dans le nez. Il y a bien 2 mois que je recommence à respirer comme il faut. Vous allez être enflé, bien sûr, avec quelquefois des bleus autour des yeux. Ça, c'est tout à fait logique. Pour limiter un petit peu cet œdème et ces bleus, je prescris souvent de l'arnica homéopathique que vous pouvez prendre 10 jours avant et 10 jours après et qui permet d'atténuer fortement l'œdème et les bleus post-opératoires. Relations sociales à éviter pendant 1 semaine, minimum 15 jours idéalement. Et ensuite, vous rentrez de plein pied dans la deuxième étape. Cette deuxième étape, si la première étape dure 15 jours, cette deuxième étape dure au minimum 1 an. Et il faut donc, si vous voulez, que la peau épouse la nouvelle structure et s'adapte à la nouvelle structure que le chirurgien aura fait. Et ça, bien sûr, ça ne va pas se faire en 3 jours. Il faut laisser le temps au temps, d'autant plus que c'est très variable d'une personne à l'autre, ça dépend de l'épaisseur de la peau. Il est certain que plus la peau est épaisse, plus ce délai va être allongé. J'ai eu personnellement des gens qui ont eu des résultats qui se sont, entre guillemets, épanouis au bout de 2 ans. Je m'étais préparé avant l'opération, en fait, on nous donne des petites granules pour un petit peu des médicaments pour préparer notre peau ou notre corps à réagir de la meilleure façon. On sent qu'on est gonflé et c'est plus cette gêne-là qu'on a pendant les 2-3 semaines qui suivent. C'est plus une gêne qu'une douleur. J'ai beaucoup gonflé, surtout à partir du 2e jour, avec les ecchymoses qui vont, c'est-à-dire on passe du stade violet, bleu, jaune. On commence à vraiment voir les résultats, surtout au bout d'1 an. Enfin, pour moi, c'était au bout d'1 an, 1 an et demi, que même la pointe a commencé à être complètement dégonflée et à avoir l'apparence que ça a maintenant. Vous avez en fait 2 types de risques. Vous avez des petits défauts qui peuvent apparaître, qui ne sont pas très graves parce que le chirurgien a l'habitude de gérer ce genre de choses. Les petits défauts, c'est soit
une petite aspérité qui vous reste au niveau du dorsum nasal. Très souvent, les gens traduisent ça par « docteur, j'ai la bosse qui repousse ». Alors évidemment, ce n'est pas du tout la bosse qui repousse, mais c'est simplement un petit cal, ce qu'on appelle un petit cal osseux, c'est-à-dire en fait c'est une cicatrice entre deux segments osseux qui peut être un peu exubérante et qui donne ça. C'est très facile à corriger, on peut le faire facilement sous anesthésie locale, en faisant une petite incision, soit en repassant par les narines, soit au niveau de la base du sourcil, très petite, et on glisse une mini-râpe qui permet d'atténuer ce phénomène. Un peu plus embêtant sont les asymétries qu'on peut avoir au niveau de la pointe, soit parce que le montage a bougé, ça peut arriver, soit parce que la peau surtout ne fait pas tout à fait ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Elle ne se rétracte pas aux endroits où on aimerait qu'elle se rétracte, du fait de son épaisseur, du fait de son manque d'élasticité. Donc dans ces cas-là, on peut corriger ces petites asymétries soit en injectant de l'acide hyaluronique, en sachant que c'est un procédé qui est très simple, mais qui n'est pas pérenne, parce que comme tous les procédés à base d'acide hyaluronique, la durée du résultat est limitée dans le temps. Personnellement, je n'ai jamais eu à injecter plus de 3 fois sur une même personne, mais disons que quelquefois, il faut réinjecter régulièrement. Sinon, il y a l'autre solution, c'est de réopérer, en sachant que c'est une solution qu'il faut vraiment réserver en toute dernière extrémité, car le nez ne supporte pas trop le passage répété, régulier du bistouri. La réintervention est quand même assez rare, mais elle peut être obligatoire dans certains cas, en sachant que c'est un défaut qu'on peut corriger. Pour moi, en tant que chirurgien, ce que je redoute le plus, c'est un résultat qui techniquement est parfait, mais qui ne plaise pas du tout à la personne, ce que les Américains appellent Body Dysmorphic Disorder, BDD, et ce qu'on traduira en français par dysmorphophobie. Quoi que vous fassiez, de toute manière, la personne ne sera jamais satisfaite. Alors vous me direz, il ne faudrait pas l'opérer. Oui, en théorie, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours très facile à soupçonner. C'est un peu embêtant parce que, je répète, quoi que vous fassiez, de toute manière, la personne ne sera jamais satisfaite et ça peut aller jusqu'à des syndromes dépressifs importants. On ne peut pas dire que ce soit la faute du chirurgien dans la mesure où il n'y a pas eu de faute technique. Et ça, je reconnais que c'est certainement ce qui m'effraie le plus. Avant, c'est vrai que je complexais de suite sur mon nez. Je n'osais pas regarder les gens en face pour pas qu'ils me regardent en face et je détournais. Que maintenant, j'affronte, je regarde les gens en face, je m'affirme beaucoup plus. Je me sens mieux dans ma peau. Quand je regarde des anciennes photos et que je me vois maintenant, je vois quand même qu'il y a une différence et que je me préfère maintenant. Oui, maintenant, je suis carrément épanouie. Intérieurement, je me sens beaucoup plus... je suis beaucoup plus à l'aise à communiquer avec les gens, surtout que je suis dans un métier où on est tout le temps en face de tout le monde en train de présenter nos projets. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Enfin, beaucoup mieux. Rien que, vis-à-vis de... J'étais très critique sur mon image avant et maintenant ça va beaucoup mieux. Ça m'a revalorisé mon image, mais je sais que je l'ai fait pour moi et pas pour les autres. Ça, c'est important.